nouvelle fois, la guerre frappe l'Europe. Vladimir Poutine décide d'envoyer ses hommes en Ukraine, qui est touchée de plein fouet par les frappes russes. Les crimes de guerre se répètent et le pays a le soutien de tout l'Occident. À côté, la France, dans cette vidéo, Romulus est sur le terrain pour décrypter le rôle de ce pays aux premières loges du conflit depuis de nombreuses années. Pour un peu de contexte, lui, c'est Viktor Yanukovych. En 2004, il devient président de l'Ukraine avec des idées pro-russes. Accusé d'avoir trompé les résultats, les Ukrainiens descendent dans la rue manifester, c'est la révolution orange. Il est destitué mais revient quelques années plus tard pour encore être destitué après l'Euromaïdan. Le gouvernement qui suit est pro-Occident et cela déplaît à certains qui forment des groupes séparatistes et se battent contre les pro-occidentaux. En 2014, la France était présente lors de la mise en place du format Normandie et des négociations des accords de Minsk, prévus pour mettre un terme au conflit avec la mise en place de solutions durables comme un cessez-le-feu, un retrait des armes lourdes, etc. Tout pour calmer les tensions. En plus de sa présence dans ce format Normandie, entre le 1er janvier et le 30 juin 2022, la France était à la présidence du Conseil de l'Union européenne. Emmanuel Macron a donc aussi parlé et acté au nom de l'Europe, notamment lorsqu'il a fallu calmer les tensions. Le président va à la rencontre des chefs d'État russes et ukrainiens. Aux côtés de l'Allemagne, la France s'est déterminée, Monsieur le Président, à poursuivre inlassablement ses efforts de médiation entre la Russie et l'Ukraine pour mettre fin au conflit. Nous sommes aujourd'hui conscients de la gravité, l'un et l'autre, de la situation et de la nécessité impérative, dans l'intérêt de tous, de trouver le chemin de la préservation de la paix et de la stabilité en Europe. La France a donc toujours joué un rôle important dans le conflit russo-ukrainien, celui de médiateur. Notre volonté est de bâtir le cadre de confiance qui nous permettra d'avancer. C'est notre responsabilité collective et je veux ici dire l'engagement plein et entier de la France en la matière. Une vision avant conflit, mais la France, au nom de l'Europe, a aussi dû réagir en 2022 à la guerre avec des actes. Une stratégie de soutien des Ukrainiens et Ukrainiennes de la part des pays de l'Union, avec l'accueil de plus de 7,6 millions d'Ukrainiens et l'envoi d'armes et de véhicules à ceux-ci. Un soutien aussi financier, avec 335 millions d'euros donnés, en plus des 1,48 milliard d'euros d'aides humanitaires donnés chacun de leur côté. L'UE a aussi voulu sanctionner les responsables en bloquant tous les médias affiliés au Kremlin comme Sputnik ou RT pour couper sa parole propagandiste. Une coupure aussi économique avec la fermeture de nombreuses entreprises en Russie, l'interdiction d'exportation d'énergie russe et l'exclusion des banques russes du réseau de transactions monétaires SWIFT. Dernièrement, l'UE veut renforcer son propre système de défense pour faire face à la menace. Pour défendre l'Europe, nous aurons besoin de forces différentes et de capacités différentes. Des investissements significativement plus élevés seront nécessaires et à cet égard, les dirigeants européens ont fait des annonces essentielles quant au renforcement de nos dépenses de défense. Des sondages estiment qu'en mars 2022, 88% des Français se sentent choqués par la guerre. On a pu remarquer que tout le monde soutenait le président Emmanuel Macron dans les premières semaines de guerre, même ceux qui ne l'encourageaient pas à la base. Pourquoi? Sans doute à cause de l'effet drapeau. La guerre en Ukraine a inquiété tous les Français, et ces derniers cherchaient de la stabilité. Certains n'ont donc pas voulu rajouter de l'inconnu à l'inconnu en changeant de président. Emmanuel Macron a donc enfilé son costume de chef des armées qui lui a permis de gagner en popularité et en intention de vote, alors qu'au même moment, ses opposants à la présidentielle patinent. Bien qu'elle ait condamné cet acte de Poutine, Marine Le Pen doit se justifier de ses anciennes relations avec le président russe. J'ai donc rencontré Vladimir Poutine en 2017. Ça a été d'ailleurs le seul rendez-vous que j'ai pu avoir avec lui. Je l'ai rencontré une fois en 2017. Une seule fois. Oui, excusez-moi. Maintenant, le jour où Vladimir Poutine
a lancé son armée pour attaquer les frontières d'un pays, sa souveraineté, son intégrité territoriale, je n'ai pas fait preuve de la moindre ambiguïté. J'ai immédiatement condamné cela. De son côté, Éric Zemmour chute violemment dans les sondages, peut-être à cause de cette phrase. Je partage et je comprends l'émotion vis-à-vis des populations ukrainiennes, évidemment. Je pense simplement que il n'est pas bon d'arracher les gens comme ça, loin de leur pays. Il n'est pas bon de déstabiliser la France, qui est déjà submergée, je dis bien submergée, par l'immigration. Il accusera plus tard Poutine et la guerre en Ukraine de l'avoir éjecté de la course à la présidentielle. C'est Poutine, le 23 février au soir. Je me couche, je suis au second tour. Tous les commentateurs disent c'est la logique. Emmanuel Macron d'ailleurs prépare à m'affronter. Ce sont les bruits qui courent de l'Elysée. Et puis le 24 février, Vladimir Poutine envahit l'Ukraine. Et là, il se passe un enchaînement absolument imprévisible. Une partie de mes électeurs se rattache derrière Emmanuel Macron. Au milieu de la campagne présidentielle, la guerre intervient donc comme une bombe. Et tous les candidats doivent bien réagir face à la violence des actualités. La Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. Le 1er mars, au Théâtre Antoine, en plein 10e arrondissement de Paris, une réunion SOS Ukraine était organisée par le très controversé Bernard-Henri Lévy. On s'y est rendu pour se rendre compte des paroles des différents candidats comme Valérie Pécresse, Anne Hidalgo ou Emmanuel Macron, moins d'une semaine après le début du conflit. Anne Hidalgo s'est d'abord affichée comme défenseuse de la liberté. Ce combat est le mien, il est le nôtre, mes amis, nous le savons. Parce que ce qui se joue en ce moment même, c'est bien sûr aussi notre liberté. C'est cette liberté parce que Poutine, ce dictateur, a décidé d'en finir avec la liberté des autres. Il a franchi cette limite que nous posons comme un absolu, le droit à l'autodétermination des peuples. Le droit à chaque peuple de pouvoir décider de son avenir. Plus tard, elle montre du doigt ceux qui s'étaient liés à Poutine auparavant. Nous avons entendu des propos inacceptables, inadmissibles. Les masques sont tombés. Les masques d'une extrême droite qui courait après Poutine, qui attendait de lui cet homme fort, soi-disant, qui était le symbole de ce qu'il considérait comme le gouvernement le plus abouti sur la planète. Et puis il y avait cette extrême gauche. Elle est là, toujours, expliquant encore tout à l'heure au Parlement qu'il faut tout faire pour qu'il y ait la paix. Oui, mais la paix, ça ne veut pas dire renoncer à se battre contre l'oppresseur. Il y aura un avant et un après. Et les masques sont tombés. Valérie Pécresse, elle, mise sur la fermeté et la solidarité. Aujourd'hui, le peuple ukrainien résiste. Il résiste par le cœur et par les armes. Mais nous devons être au rendez-vous. Au rendez-vous de la fermeté et au rendez-vous de la solidarité. La fermeté en aidant le peuple ukrainien à se défendre. La fermeté en mettant en place des sanctions économiques drastiques contre la Russie qui frappent au cœur les intérêts des oligarques et de M. Poutine. La solidarité, c'est-à-dire cette aide humanitaire que nous devons à ces centaines de milliers, bientôt millions d'Ukrainiens qui vont prendre la route. Du côté d'Emmanuel Macron, représenté par le président de son parti LREM, il faut condamner l'impardonnable, valoriser la vraie démocratie. Mais ce que je vis au plus profond de moi, dans ces échanges permanents que le président de la République a voulu construire avec évidemment le président Zelensky, mais pas seulement, avec l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement européens, pour porter une voix forte, extrêmement forte, pour dire l'inacceptable que personne ne peut accepter, l'inacceptable qui appelle à des sanctions particulièrement fortes, exceptionnelles. Le président de la République a voulu ne rien lâcher,
Parce qu'au fond, c'est ce que nous sommes qui est en cause. C'est notre démocratie, ces valeurs qu'il déteste, Vladimir Poutine. Ukraine's freedom has not perished, nor her glory gone. We will stand together for freedom. None shall rule our land. Les citoyens français veulent aider les Ukrainiens. Pour cela, partout en France, dans les lycées ou grâce à des associations, des centaines de camions d'aide humanitaire sont envoyés vers la Pologne pour être distribués aux Ukrainiens. Nous nous sommes rendus dans l'un de ces centres de collecte, rue Palestine, dans le 19e arrondissement de Paris. Organisé par Plast France, groupe de scouts ukrainiens, on y récolte des produits de première nécessité, comme des médicaments, des produits de maternité ou de la nourriture. Our activity here is a kind of fight. So we cannot be now in Ukraine and fight in Ukraine. We try to help people, try to help our warriors there and try to help our refugees. We are gathering the supply which they need. First of all, the medicine, the food, the clothes, and after we are sending it to Ukraine and to the borders. Le groupe envoie ce qu'ils ont récolté par leurs camions ou par les voitures de ceux qui partent combattre en Ukraine. From now we already send 1, 2, 3, 4, 5 big cars and we expect much more in the close future. Les Français ont aussi été touchés de plein fouet par la guerre à cause des conséquences de celle-ci. Une d'elles, l'inflation. Tout est plus cher, le pouvoir d'achat est moindre, alors que les Français n'ont pas plus d'argent. Pour comprendre un peu le phénomène, nous nous sommes rendus à l'École normale supérieure pour une conférence organisée par la revue géopolitique Le Grand Continent. Étaient présents des économistes et spécialistes en la matière. Comme vous savez, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et l'augmentation des prix de l'énergie ont conduit partout dans le monde à un retour de l'inflation qui a atteint dans la zone euro un record pour août 2022 avec 9,1% d'inflation. La France, elle, de son côté, se maintient à 6% d'inflation, ce qui reste très important. Et aujourd'hui, la question qu'on va se poser, c'est l'effet de l'inflation sur ceux qui ressentent le plus l'augmentation des prix. Première idée, nous serons forcément tous impactés. On va sortir de cette crise plus pauvres, collectivement, parce que tout simplement, on importe de l'énergie plus chère et donc on envoie des chèques cette fois-ci aux pays pétroliers et gaziers qui sont majoritairement dans le Moyen-Orient et non pas, enfin il reste un peu de Russie mais pas beaucoup. Le thème étant la conséquence sur les inégalités, une solution pour équilibrer l'impact serait selon le lauréat du meilleur jeune économiste 2022, taxer les super profits. Et donc on veut, c'est ça qu'il faut assumer, on veut que la part de revenus réels soit sur les plus riches. En fait, sinon, on se retrouve à devoir casser l'inflation ensuite avec des effets sur l'inégalité. C'est un discours qui n'est pas forcément facile à tenir, mais je ne vois pas trop d'autres manières de lutter contre l'inflation. Si ça ne se passe pas, l'arme qu'a l'État pour faire en sorte que ça se passe, c'est la fiscalité. Un membre de l'Observatoire français des conjonctures économiques dit que l'on va tous devoir s'y habituer dans le cas où l'inflation durera longtemps. Moi, je suis né en Amérique du Sud, donc je connais ce que c'est l'inflation, la vraie. Et de ce point de vue, moi, mon message, presque pour l'Europe, quand l'inflation est très basse, c'est pas un problème. On ne regarde pas, on ne discute pas, on l'oublie. Quand l'inflation est très haute, ou haute, on l'oublie aussi parce qu'en gros, on sait faire tourner une économie avec un régime permanent d'inflation. On apprend quelque part à vivre avec une inflation permanente. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, je peux vous expliquer pourquoi je pense que c'est une mauvaise chose, mais on sait vivre. Allez, on est en train de se faire bombarder. On s'en va d'ici vite. Quand on disait retraite stratégique, c'est pas une retraite stratégique, c'est une retraite dans l'affolement. Non, comme toujours, enfin c'est le vocabulaire russe. Il n'y a jamais de défaite russe, il n'y a jamais de repli clair, c'est tout le temps stratégique. La situation de la guerre est qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine a clairement perdu sur le plan militaire. Selon Guillaume Ancel, écrivain, ancien officier,
l'armée russe a perdu l'essentiel de son équipement et de son potentiel, en particulier en termes de commandement et de renseignement. L'armée russe a fin septembre mobilisé 300 000 de ses citoyens, ce qui a mené à un mouvement de panique. Des milliers de jeunes hommes ont voulu fuir la Russie. Toujours selon Guillaume Ancel, c'est une pure fiction. Leur mobilisation est trop tardive et totalement chaotique. C'est déjà un échec. Quand on voit par ailleurs l'état des unités qui sont sur le terrain, qui sont censées être les meilleures, je vous laisse imaginer à quoi ressembleraient des unités mobilisées, mal équipées, absolument pas formées et pas commandées. Vladimir Poutine a donc essayé d'utiliser l'outil puissant des énergies russes pour faire savoir sa puissance. Il a bloqué tous axes de transport de gaz vers l'Occident, officiellement à cause de soucis de maintenance. Pari perdu, en France, on a cherché d'autres moyens de se fournir en gaz et en août, la Commission de régulation de l'énergie a annoncé que les stocks seraient remplis à 99% dès octobre pour passer l'hiver, donc sans les Russes. Dans les pires scénarios, on passe l'hiver. Pas de grande peur au niveau militaire minime à l'énergétique, néanmoins la Russie a su prouver dans les derniers mois que ses sous-marins pourraient bombarder des éléments indispensables. Grande menace donc pour l'Europe et le monde qui pourraient se voir couper d'internet après la rupture de câbles sous-marins. Coupure qui déstabiliserait l'économie et les activités humaines mondiales, qui serait peut-être la cause d'un casus belli, déclaration de guerre, de la part des Américains et Anglais. Reste plus qu'à savoir ce que le futur nous réserve.